Bonjour tout le monde, c'est moi, Grégory Richardson, l'auteur des Nids des Aigles, et bienvenue à mon 28e épisode des Nids des Aigles. Aujourd'hui, ça va être un tout petit peu différent, car ma dernière émission remonte au jeudi 16 octobre, car j'étais vraiment occupé ces 2 dernières semaines. Donc, j'ai beaucoup de choses à analyser à la fois. Soyez honnête, ce ne serait pas toujours une garantie de pouvoir enregistrer un podcast hebdomadaire par la suite. Donc, j'ai décidé de le renommer Nid des Aigles, car ça me donnerait un peu plus de flexibilité. Bref, par conséquent, je vais analyser tout ce qui s'est passé entre le vendredi 17 octobre et le samedi 1er novembre, et force est d'admettre qu'en l'espace de 2 semaines, les Aigles ont quelque peu perdu des plumes, notamment lorsqu'ils ont évolué à l'extérieur, même s'ils étaient solides selon M. Bechler, le président du club, en engrangeant le moindre point à Berne le vendredi 12 septembre. Outre, car c'est la pause et 42% de la saison vient d'être disputée. Déjà, je vais analyser l'équipe en détail, la prestation de certains joueurs et je vais analyser le box-play et le power-play et si ils sont améliorés ou pas. Au contrario, je vais garder la partie nommée overtime car ça me permettrait de plébisciter certains hommes qui jouent bien. Analyse de l'équipe. En effet, après les victoires 4-1 contre Zug à l'OM Hall et 5-3 contre Lausanne au Vernet le 10 et 12 octobre respectivement, les Aigles sont retombés dans leur travers puisqu'en défiant Fribourg, Berne, Cloton et Ombrie il y a 2 semaines, les hommes de Villers-Peltonen sont parvenus à arracher uniquement 4 petites longueurs, ce qui représente une moyenne d'uniquement 1 petite unité par match après avoir joué contre 2 voire 3 équipes du ventre mou de l'hiérarchie, soit Cloton, Berne et le HC Ombrie-Piotta, ce qui représente une grosse déception. Faudrait-il dire alors que plus les choses changent, plus elles restent les mêmes? On a pointé du doigt à Yorick Trey car l'équipe était tellement inconstante, voire inexistant parfois, mais personne ne peut nier que ce fut le cas également depuis que Peltonen ait pris les reins de ses Aigles. Sur la route, c'est compliqué, sans aucun doute, et non seulement ces derniers temps, mais depuis le début de l'exercice en réalité. Et en évoquant ce sujet, je vais commencer cette émission en retournant à la BCF Arena. Nouvelle score fleuve à l'extérieur, une coïncidence? Pas sûr, car depuis l'initiale rencontre sur la route à la PostFinance Arena à Berne le vendredi 12 septembre, les Aigles peinent vraiment à se montrer dangereux ou en tout cas constants lorsqu'ils évoluent à l'extérieur. Je peux élaborer car j'ai fait mes recherches et j'ai fait mes calculs. Le Jeunesse Servette Hockey Club a disputé 22 matchs jusqu'à là, dont 11 au Vernet et 11 sur la route. À l'extérieur, je vous avoue que c'est une catastrophe absolue, même depuis le licenciement de Yorick Trey. En total, c'est 13 points inscrits au classement en 11 matchs ou sur 13 unités gagnées sur 33 possibles, soit une moyenne de 1,18 points par partie en dehors de la maison. L'on pourrait également dire que les Grenats ne remportent même pas 40% des points disponibles en dehors de la patinoire d'Evernay. C'est insuffisant, voire médiocre. Je vais aller un peu plus loin si vous allez me permettre. C'était 8 points sur 18 possibles avec le technicien français sur le banc et c'est désormais 5 sur 15 possibles, dont 2 défaites en temps réglementaire en l'espace d'une semaine au Tessin sous les commandes de Villers-Peltonen. Pas bien, pas du tout. Ainsi, si Peltonen souhaite au moins égaliser avec le record de Yorick Trey sur la route, les Aigles doivent absolument s'imposer à Porrentruy
le samedi 15 novembre pour que les statistiques des deux coachs soient les mêmes. Or, si vous vous souvenez, durant la campagne de 2018-2019, les Aigles ont gagné à la maison, puis ont perdu sur la route 1 pour 1 pendant quasiment toute la campagne et ils sont sortis in extremis grâce à la réussite signée Tim Boson en mars 2019 contre les ZSC Lions. Alors, sur cet élan, les Aigles vont devoir disputer les play-ins s'ils ne gagnent pas davantage de matchs sur la route. Donc, il va falloir vraiment suivre ça par la suite après la pause. Bref, en espérant que ça améliorera par la suite, puisque pour vous rappeler, les Aigles ne sont pas encore imposés en se déplaçant en Suisse romande cette saison. Effectivement, il y a eu cet infameux 11-0 contre Lausanne, ce 8-0 contre Bienne, puis ce 6-2 contre Fribourg lorsque Sprunger était dans un grand soir le vendredi 17 octobre. Pour ajouter du sel sur la plaie, il y a également eu 2 défaites durant le temps réglementaire au Tessin, d'abord contre le HC Ombrie-Piotta, puis samedi passé contre le HC Lugano 6-2. Ce dernier qui revient de loin après un début de saison largement en deçà des attentes. Certes, les Aigles ont provoqué davantage d'occasions de marquer à l'instar de l'immense raté de Vincent Praplan devant Niklas Schlegel, mais ils sont encore et toujours inconstants et force est d'admettre que la pause devra leur faire énormément du bien. D'abord et avant tout pour se reposer, notamment concernant la triplette finlandaise, puis concernant le fait qu'ils vont pouvoir passer plus de temps ensemble afin de se souder, car le classement, comme j'ai prévu avant le premier coup d'envoi en septembre, est tellement serré. De fait, il y a 6 points entre la deuxième place occupée à l'heure actuelle par les Rapperswil Jona Lakers et le 8e rang occupé par le HC Lugano. Mais attention, car Lugano est derrière Genève par uniquement 2 petits points, donc ça va être vraiment tendu. Et en suivant ce que je viens de dire, ainsi les Servetiens pourraient même être provisoirement en play-in au moment d'accueillir les Tigres de Longno lors de la reprise au Vernet le jeudi 13 novembre à 20h. Attention, c'est à 20h ce match et non 19h45. Et en continuant la phrase, car si Lugano parvient à les battre 22 heures auparavant, soit le mercredi soir, les troupes de Ville-Peltonen rechausseront leurs patins au Vernet en étant dans une situation vraiment précaire. Alors, car il y a aussi beaucoup de positifs en ce début de saison, voire presque la moitié de l'exercice, car il en manque 4 matchs pour avoir disputé 50% de la saison, je vais changer un peu le sujet. En effet, bien que ce fût compliqué sur la route, lorsque l'équipe évolue à domicile, donc à la patinoire des Vernets, il y a du hockey champagne et des bons résultats la plupart du temps. Pas toujours, mais souvent, autant que les Aigles étaient mal payés pendant certaines rencontres, leur travail a porté ses fruits dans des autres matchs, y compris face à Bienne et face à Davos lors du 13-0 marqué en 120 minutes de jeu. Pour être une poil plus précis, les Aigles ont pris une revanche contre Bienne en s'imposant 6-0 avant de balayer le leader 7-0 quelques jours plus tard. Aujourd'hui, ces mêmes Grisons ont 15 points d'avance sur Rapperswil, deuxième, et avant cette rencontre hors du commun contre les Aigles, les troupes de Josh Holden n'avaient pas encore perdu durant le temps réglementaire. Il faut le souligner. En parlant de la réussite servétienne devant leur public, l'équipe Grenat a récolté 23 points en 11 matchs disputés au Vernet, soit une moyenne de 2,09 points par match, ce qui explique le fait qu'ils sont tout juste dans le bon wagon à la trêve internationale.
Malgré cela, les Vernets ne sont pas remplis comme il faut, ce qui est malheureux. La capacité, c'est 7135, comme vous le savez bien, mais en moyenne, l'affluence est uniquement 5982 spectateurs, ce qui est vraiment dommage lorsque vous avez des joueurs comme Marcus Granlund, Jesse Puljujärvi et Sakari Manninen qui pètent le feu, surtout ces dernières semaines. Pour vous donner un peu plus d'informations, selon le site de la Ligue, c'est un taux de remplissage en moyen de 83,84%. Donc les Aigles pointent à l'heure actuelle au 7e rang vis-à-vis les taux de remplissage des patinoires. Espérons évidemment que ça améliore après la pause, car ça va être chaud bouillant dès la résumé du championnat contre Lugno. Puis il y a ensuite des matchs primordiaux contre Zurich et Davos avant le traditionnel match de l'escalade contre le HC Ajoie, 14e en ce moment, le samedi 6 décembre à 19h45. Ne ratez pas ce match car vous serez vraiment déçus. Les étrangers brillent, mais les Suisses sont en panne. Ce n'est pas une surprise que Jesse Puljujärvi, le héros contre Davos, Sakari Manninen, incroyable la plupart du temps, et Marcus Granlund, le deuxième meilleur postulant top score dès la rentrée d'ici 10 jours, étaient tous cuits lorsqu'ils ont essayé de trouver les moyens de recoller au score contre Lugano alors qu'ils patinaient avec un homme de plus sur la glace durant l'ultime période samedi soir. En effet, ces trois hommes figurent parmi le top 10, voire le top 7 des pointeurs pour l'exercice 2025-2026 après 22 matchs joués, selon le site officiel de la Ligue. Marcus Granlund, qui est redevenu top scorer après samedi soir, est deuxième derrière Matej Stransky de Davos, mais devant Austin Czernik de Lausanne, car il a marqué 12 buts et le Vaudois en a uniquement planté 7. Il ne faudra pas oublier son joli numéro contre Zug le vendredi 10 octobre qui a plié l'affaire durant la troisième période. Quel talent! Alors, l'attaquant finlandais a 24 points dans 12 buts. Quant à Jesse Puljujärvi, il a monté en puissance durant la deuxième moitié d'octobre. Le numéro 9, Sarretien, a également marqué des beaux buts, par exemple contre Lausanne-Auvergnat, mais son geste en prolongation contre Berne lors de la fête vient à l'esprit avant toutes ses autres réussites. Ah oui, j'ai presque oublié, il faut vous donner ces statistiques. Je les ai presque oubliées. Il faut le dire, c'est vraiment satisfaisant car il est 5e au classement en ayant marqué 7 buts. Il a 23 points au total, donc ça égale 16 passes décisives. Pour rappel, au moment de défier le HC Ombrie-Piotta le 23 septembre à domicile, il avait 10 assists sans avoir marqué le moindre but. Donc, ça confirme ce que j'ai dit auparavant quant à ses prestations de la fin de septembre et du mois entier d'octobre. Et en dernier lieu, mais sans oublier, il y a Sakari Manninen. Porteur de la casque des flammes au début de la campagne, il est devenu un petit peu plus discret récemment sous les ombres de Puljujärvi et de Granlund, mais il est encore et toujours un homme précieux pour les Aigles. En effet, le numéro 65, Grenin, est le 7e meilleur pointeur avec 22 coches, dont 4 buts et 19 passes décisives. Il n'est pas aussi prolifique que la saison passée vis-à-vis le nombre de buts inscrits jusqu'à là, mais le plus important, c'est que cette ligne cartonne et, à l'instar d'un changement de la casque des flammes à quasiment chaque match ces dernières semaines, ces joueurs s'amusent énormément sur la glace, notamment lorsqu'ils gagnent 13-0 en 120 minutes de jeu. Ce fut également le cas pour Simon Lecoultre. Le défenseur est actuellement le meilleur pointeur suisse de cette équipe servétienne en tant qu'un défenseur. Il pointe
au 76e rang après avoir signé sa 7e réussite samedi soir à la Corner Arena. Le premier attaquant qui est réellement suisse, car Joris, c'est un avant à licence suisse, c'est Vincent Praplon. Le numéro 11 Grenat s'occupe du 112e rang avec 7 points, dont 4 buts, et il traîne droit derrière le français Tim Boson, lui qui pointe au 110e rang. Vili Saïervi, quant à lui, se positionne à la 36e place. Jimmy Vesey est actuellement 18e et Jan Ruta, même après ses absences au mois d'octobre, se situe à la 105e rang avec ses 3 buts. En gros, ce sont, comme d'habitude, avec le Genève Servette Hockey Club, les étrangers qui les permettent d'être tout juste 6e à la trêve internationale de novembre. Et ce qui est évident, c'est que les joueurs suisses doivent commencer à prendre plus de responsabilités. Ce n'est pas un secret. Afin de pouvoir se qualifier pour le top 6 au printemps, vos joueurs suisses doivent produire de l'offensif et ils doivent marquer des buts décisifs. Et ce n'est pas encore le cas pour le Genève Servette. Je vois désormais comment les Grenats termineront 7e voire 8e cette saison, ce qui était mon pronostic d'ailleurs, et ça va être à cause des montagnes d'occasions manquées contre Zug et Lugano, mais également car les Suisses sont encore et toujours aux abonnés absents. Ils dépendent beaucoup trop sur la triplette finlandaise et ça doit changer contre Lugno et Ajoie dès la reprise s'ils peuvent espérer mieux pour la suite de cet exercice. Les situations spéciales. Alors, il faut bien évidemment que j'analyse ce qui se passe sur la glace à 54 ou à 4,5, car les situations spéciales étaient clairement le point faible des Aigles durant les premiers 2 ou 3 semaines de l'exercice. Au moment d'enregistrer épisode 2 de JSHC 3x2 plus Overtime, les Aigles étaient à 89% si l'on additionnait le box-play et le power-play. Si je vais un petit peu plus loin, le box-play avait un taux d'efficacité de 76% et le power-play tournait à 13% d'efficacité. Après 22 rencontres, c'est mieux dans le power-play, mais l'infériorité numérique, c'est actuellement légèrement pire, car c'est descendu jusqu'à 75,31%. Mais il n'y a pas vraiment une grosse différence. En disant cela, le Genève Servette et surtout la triplette finlandaise montrent un tout autre visage lorsqu'ils patinent avec un homme supplémentaire sur la glace. Effectivement, en l'espace d'une douzaine de matchs à peu près, les Finlandais sont bien plus tranchants car les Aigles ont atteint les 26% d'efficacité dans ce domaine de jeu. Alors, à l'heure actuelle, le box-play plus le power-play égale 101,63% pour les Aigles. Le minimum pour une équipe à ce niveau-là, c'est 100%. Donc, les Servettiens devraient être vraiment fiers que leur travail fait récemment apporter ses fruits. Mais Ville Peltonen et son staff technique devraient profiter bien de la pause pour pousser l'infériorité numérique plus proche des 80% afin de maintenir leur course de leur bon wagon par la suite, surtout s'ils dépendent de leurs étrangers en attaque. Les gardiens. Alors, après avoir parlé des prestations de l'équipe en bref, puis des prestations des joueurs de champ, il est l'heure d'analyser la situation concernant les gardiens. Ce qui est clair, c'est que Robert Mayer est le numéro 2 sous les ordres de Ville Peltonen. Depuis le licenciement de Yorick Trey, le dimanche 5 octobre, Mayer a joué uniquement un match et c'était contre le HC Ombri-Piotta à la Gotardo Arena le vendredi 24 octobre. Titularisé lors du 8-0, puis le 5-2 contre les Levantins, les mauvaises prestations, une troisième saison d'affilée s'enchaînent. Ce qui est vraiment dommage car c'est lui qui a permis aux Aigles
de devenir champion de Suisse. Mais tout comme Tanner Richard, le numéro 71 Grenat, les deux hommes ne sont pas retrouvés leur niveau depuis ce fameux 27 avril 2023. Lorsque les Aigles ont tout juste terminé premier il y a 3 saisons maintenant, Robert Mayer a terminé la saison régulière 22-23 avec 91,32% d'arrêt. La saison d'après, c'était 86,92% pour lui en championnat. Ensuite, la saison passée, soit 2024-2025, c'était tout juste 90%, grâce notamment à ses 2 prestations contre Zug et Lugano en toute fin de l'exercice, quand les points étaient primordiaux. Mais pour quasiment l'entière de l'exercice, il était en dessous de la barre des 90%. Et c'est encore pire de nouveau cette saison. En 6 matchs cette saison, il n'est même pas à 85% d'arrêt. Certes, les 6 buts encaissés lors du 11-0 après avoir remplacé Charlin n'aident pas du tout cette statistique, non plus la défense aux abonnés absents à la Tissot Arena, ce qui a signifié le clap de fin pour Jori Trey. Mais ça n'excuse absolument pas tout. Et puis, lors de sa seule titularisation avec Ville Peltonen à la tête du Genève Servette, il a encaissé 5 buts durant le tiers initial, doigt derrière le retard du quart, ce qui a abîmé ses chiffres encore plus. Brillant face à Cloton le 13 septembre et solide face à Fribourg quelques jours après, ça semble être des exceptions. Alors, il faudra poser cette question, même si je n'aurai pas évidemment une réponse. Combien de matchs pour Mayer par la suite cette saison? Il en reste 30 à l'heure actuelle. Est-ce qu'on lui laisse du temps pour se préparer pour des séries éliminatoires? Ou est-ce qu'il se fait plaisir en étant entouré par ses camarades pour s'amuser avant de prendre sa retraite? À mon avis, il ne jouera même pas un tiers des matchs restants, c'est-à-dire même pas 10 des 30 rencontres à disputer. Et même en ne sachant pas ce qui va se passer par la suite, je suis sûr à presque 100% que ses meilleurs jours sont derrière lui et que son retraite approche à grands pas. Cependant, ce n'est pas pour rien que Marc Gauci a signé Stéphane Charlin durant l'intersaison. Timide au début, depuis que Peltonen lui donnait de la confiance entre ses poteaux, il est excellent. Pas si loin dans le passé que ça, lui aussi avait des statistiques en dessous des 90% d'arrêt. Pour être un petit peu plus précis, il avait entre 80 et 89% d'arrêt au moment de défier Berne à la maison lors de la fête des 120 ans du club. Néanmoins, depuis cette soirée contre les Ours, où il était époustouflant, il a eu un sursaut d'orgueil et il est même parvenu à signer 2 blanchissages consécutifs grâce notamment à une défense bien plus solide à la maison. Avant le match contre Lugano, il avait dépassé cette fameuse barre des 90% d'arrêt. Il avait 90,36% d'arrêt, mais à cause d'un match difficile samedi soir, il prend sa pause avec 90,24% d'arrêt, ce qui est nettement mieux que son début de saison. D'être revenu de 5 buts encaissés à la Vaudoise Arena, puis 4 contre Bienne après avoir remplacé Robert Mayer, il est solide comme un roc depuis, et c'est surtout grâce à lui que les Aigles se sont imposés en terre zurichoise le mardi 21 octobre après la séance de tirs au but remportée face au EHC Cloton. Overtime. Je vais continuer la partie des prolongations ou overtime en anglais, mais je vais le faire un peu différemment. En effet, cette semaine, au lieu de citer les médailles pour les 3 dernières rencontres comme d'habitude, je vais choisir les 3 meilleurs hommes de cette première partie
de la saison. Pour commencer, mon médaille de bronze ira à Stéphane Charlin, car il n'était pas au top dès l'entame de l'exercice. C'est difficile de lui donner une meilleure récompense, mais en disant cela, il mérite amplement sa place sur le podium. Lors de la fête de son 20 ans, comme je viens de le dire il y a quelques instants, c'est son caractère et son mental qui a permis à ses couleurs d'avoir l'occasion de marquer le but d'or en prolongation. Et depuis le 18 octobre, il marche sur l'eau, comme on dit, et ce n'est de loin pas de sa faute que l'équipe s'est effondrée en terre tessinoise il y a quelques jours. Ensuite, qui d'autre que Simon Lecoultre pour la médaille d'argent? Solide et constant depuis le début du championnat, il a déjà 7 buts pour récompenser son travail, donc il a déjà égalé son record personnel. Il a fait beaucoup de travail avec Doug Boulanger durant l'intersaison et sa détermination a porté ses fruits. En 2019-2020, quand Simon Lecoultre a brillé, les Aigles ont terminé 4e à 2 points de la tête de l'hiérarchie suisse. Les Aigles espèrent désormais qu'il se reposera durant la pause pour qu'il puisse continuer à projeter l'équipe vers l'avant, surtout car il est le seul vrai Suisse parmi le top 100 des pointeurs de National League à l'instant. Alors, il est l'heure, sans tarder, de vous dévoiler ma médaille d'or pour ce premier 42% de la saison. Et pour moi, qui d'autre que notre numéro 44, Jan Rutta. Certes, il était absent ces derniers temps, mais dès son retour contre Bienne à la maison, son impact était évident. Même quand il ne pouvait pas être sur la glace contre Lugano le 3 octobre au Vernet, la raison pour laquelle Genève Servette a souffert était claire. Il n'était pas là, c'est simple et c'est tout. Il apporte énormément depuis le 9 septembre et le staff technique croise leurs doigts qu'il ne manquera plus de matchs par la suite, car il permet aux Aigles d'être solides défensivement, mais aussi tranchants offensivement, à l'image de ses 2 assists contre le HC Bienne. Bravo Jan Rutta, ne vous en faites pas, nous apprécions toutes et tous votre travail sur la glace. Continuez comme ça s'il vous plaît, l'équipe a vraiment besoin de vous et c'était une évidence durant le mois d'octobre. Également quand tu n'étais pas là et quand tu étais sur la glace. Alors, mesdames et messieurs, c'est sur ces mots que je vais vous quitter. Merci encore et toujours d'être fidèle à mon podcast et à mon compte en général. Ce fut un énorme plaisir, mais sans votre feedback positif, je n'aurais pas enregistré 28 épisodes de Nid des Aigles jusqu'à là. Et j'envisage de continuer après la pause. En parlant de mon retour, ce serait tout probablement le lundi 17 novembre, donc d'ici 2 semaines, après les rencontres disputées contre les Longno Tigers et le HC adjoint. Les Aigles vont-ils pouvoir enfin gagner un match en voyageant en Suisse romande? Réponse d'ici un peu moins de 2 semaines. Juste une autre information à vous dire. Dimanche, donc le 9 novembre, je ferai un replay du Family Game contre Lausanne afin de pallier l'absence de notre sport préféré. Ça va commencer tard dans le matin et ça va durer quelques heures durant l'après-midi. Il y aura plusieurs photos et vidéos sur ma story d'Instagram et Facebook. Alors, mesdames et messieurs, c'est le clap de la fin pour cette émission. Merci encore une fois de m'avoir écouté et à dimanche sur ma chaîne Instagram pour cette belle journée de hockey sur glace. Pour l'instant, j'aimerais vous souhaiter à toutes et à tous une bonne pause, mais avant de vraiment vous quitter, n'oubliez pas que la reprise, c'est le jeudi 13 novembre contre Longno. Et attention, car comme j'ai dit auparavant, le match commence à 20h. 20h, mesdames et messieurs, ne le manquez pas. Ciao, merci, au revoir et bye bye.